Ce samedi, plusieurs autres personnalités de la République se sont réunies à Diefa, dans la commune de Sémékou, un rassemblement qui a eu pour objectif la mise en place d'une coalition pour défendre la démocratie au Bénin. Quelques heures après, les citoyens se sont prononcés sur cette sortie. L'honorable Bida Youssoufou s'interroge sur la liquidation de Bénin Télécom Infrastructure et Libercom SA ainsi que la privatisation de Bénin Télécom Services. Suite à sa question adressée au gouvernement, c'est la ministre de l'économie numérique qui a répondu devant la représentation nationale. Et puis pour faciliter la circulation aux usagers de la route dans leur quartier, les populations de la ville de Parakou ont érigé un pont de franchissement en matériaux précaires. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition du soir par une page magazine. Les populations du quartier Gagbebou à Parakou vivent depuis plusieurs années des difficultés liées aux voies d'accès à leur milieu de vie. En attendant que les autorités municipales ne réagissent, elles ont décidé de construire un pont provisoire pour se soulager. Constat Dieudonné Babatoune, Félix Lamandoussio. Ce chef-d'œuvre est une initiative privée financée par un groupuscule de population à la base. Nous sommes ici au quartier Gagbebou, dans le 3e arrondissement de la municipalité de Parakou. C'est un quartier difficile d'accès, surtout pendant la saison des pluies, période pendant laquelle cet endroit du quartier est inondé, empêchant de fait les élèves riverains d'accéder facilement au quartier Kberouguera où se trouve l'école. Fatigués par les multiples promesses non tenues des hommes politiques et des responsables municipaux, les populations ont décidé de prendre à bras le corps ce problème d'enclavement et de le résoudre dans les limites de leurs possibilités. Nous avons fait les devis qui s'élevaient en ce moment-là à 110 000. On se rend compte que lorsque nous avons commencé, ça va jusqu'à 10 madriers. Il faut le soutien des autres. C'est comme ça qu'on se promène de maison en maison pour demander l'aide. Et chacun, par la grâce de Dieu, les gens, comme nous vivons le même problème dans les quartiers, les gens ont la compréhension et voilà ce que nous avons pu faire ici. Un pont de fortune construit avec des matériaux inadaptés. Cette solution paraît bien trop précaire et ne saurait résister pendant longtemps aux diverses intempéries. D'où ce nouvel appel aux bonnes volontés et à la municipalité de Parakou. Les autorités, vraiment, et même ils le savent, hein, nous avons même encore décidé peut-être les rencontrer et leur dire que nous souffrons dans les quartiers. C'est de la même manière que nous landons un vif appel pour qu'ils viennent en aide. Il a des quartiers, ce n'est pas ici seul, il a de l'autre côté aussi. Et vous voyez, vous avez fait le constat vous-même en venant. Les quartiers là, c'est un grand quartier. Nous lançons un appel, un vif appel aux chefs du 3e arrondissement qui viennent constater, qui viennent écouter les difficultés que nous vivons ici. Outre cette difficulté, d'autres problèmes sont jusque-là sans solution dans ce quartier. Nous n'avons pas de l'eau. Le forage qui est là, ça travaille une journée. Le 3e jour, ça ne va plus travailler. Et le quartier tout entier, c'est des cailloux. Nous-mêmes, en faisant notre propre effort pour avoir le puits, nous n'arrivons pas. Chez moi, par exemple, je suis à 12 mètres du puits, mais je n'ai pas de l'eau. L'électricité, les quartiers là, nous pouvons avoir de l'électricité. Regardez à 200 mètres ici, pour rentrer ici. Ils peuvent nous aider par ces trucs-là. Même l'école, les quartiers là ont besoin aussi d'une école déjà. Les enfants souffrent. Moi par exemple, mes enfants vont jusqu'à Kberouguera. Je ne suis pas le seul dans les cas. Donc voilà, nous avons assez d'énormes difficultés dans les quartiers. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Parakou a fait du développement de la municipalité son leitmotiv. Le développement, ce n'est pas que dans les quartiers urbains, mais cela devra l'être aussi pour les quartiers périphériques. Retrouvons à présent Emmanuel Odilon Koukoubo qui a d'autres informations à nous livrer dans ce journal. Bonsoir Emmanuel, vous êtes en direct de Cotonou. Bonsoir à vous, ayons nommé, Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'annonciez en titre, il y a eu samedi dernier une coalition pour défendre la démocratie au Bénin, une coalition qui regroupe en son sein des anciens chefs d'État, des anciens ministres, des anciens députés, les députés de la minorité parlementaire. Une sortie au terme de laquelle on a vu l'ancien chef d'État Boni Yayi qui a coulé des larmes. Vous aviez bien évidemment suivi le reportage sur notre chaîne. Nous vous proposons ici de suivre quelques propos de citoyens
interrogé à Cotonou. Cette sortie de vieux dinosaures politiciens, cette sortie ne nous aboutit à rien. Ça, c'est du folklore, c'est du pipeau, comme l'autre disait. C'est une bonne chose si ça concourt à éveiller les consciences, si ça concourt à regrouper les forces pour le développement du pays. Parce que dans un pays que ça ne va pas, il faudrait que ces sages montent au créneau pour dire ce qu'il en est. C'est ce qu'ils ont fait. Et je les encourage à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Vraiment, c'est pitoyable et c'est regrettable. Moi, je me demande pourquoi je suis né au Bénin. Qui connaît un peu l'histoire de ce pays-là, depuis la conférence nationale, nous avons vu que bon, les choses, sur le plan politique, les choses se nouent, ça se dénoue au vu des intérêts, tu vois. Qu'ils m'en excusent, hein, nos politiciens n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de boussole. Oui, le gouvernement a besoin d'une force d'en face pour pouvoir se juger lui-même. Cette force d'en face permettra au peuple d'entendre les non-dits, de révéler les défaillances du gouvernement. Je pense que moi, en tant que simple citoyen qui n'a pas de parti pris, ça permet à moi d'entendre ce qui se passe dans les couloirs, parce que eux tous ce sont les hommes du couloir. Rien n'unit ces gens-là qui se sont rassemblés. Quand je prends le président Soglo, le président Yahi Boni, le doyen Tevo Edre, sincèrement. Les camps de mouvance, ils sont en train d'agir. Les gens ne passent encore parler. Yahi n'est pas parlé, Soglo n'est pas parlé, et Atchabo n'est pas parlé. Et même Boni Yahi n'est pas parlé. Et tout le monde est en train de crier. Wow, wow. Pourquoi vous êtes peur comme ça? Pourquoi vous êtes peur comme ça? Pourquoi agir comme ça? Si moi j'étais à la place du gouvernement, il y a des gens que je vais interpeller automatiquement. Parce que le peuple va mal. La situation est catastrophique. Donc j'invite le chef de l'État, Patrice Talon, à mettre un peu de l'eau dans son vin. Et le jeune Sébastien Adjavon, là, lui, je ne sais pas ce qu'il a à s'allier à ces gens-là qui, comme l'avait dit une fois quelqu'un, un ancien président, ces espèces en voie de disparition qui ne peuvent plus rien nous amener. Il y a mieux à dire. Et j'ai vu un président parmi eux, après à la fin de l'ère, ce qu'ils ont dit là, il a commencé par pleurer. Moi, je ne sais pas pourquoi il pleure. Hein? Je ne sais pas si c'est en son temps, on était riche et aujourd'hui, on est dans la pauvreté. Non. Il y a pleurs, les gens ne mangent pas. Pourquoi? Un homme qui est vraiment digne de lui-même ne va pas se laisser facilement aller à des pleurs. Non. Non. C'est un signe de faiblesse. Je vois que c'est l'émotion parce que l'ancien président Boni Yahi peut-être a pris une émotion par rapport à la faveur de la population. Les gens me disent que Yahi Boni a pleuré. Vraiment, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Moi je me demande, quand Yahi Boni était au pouvoir, est-ce qu'il partage de maïs de maison en maison et aujourd'hui Talon ne partage plus? Lorsque le président Yahi Boni est en train de gouverner le pays, ce pays, chaque samedi, Yahi Boni donne riz et puis maïs. Chaque samedi, hein, tout le monde. C'est pour cela que, oui, moi, mais j'ai pris ça. Et même il donne ça 2000 encore. Même grand-maman a pris ça. Chaque samedi, je suis à Kadian, tout le monde qui a pris ça. C'est pour cela qu'ils ont créé au Nazar. On était tel qu'on est. En son temps, on est encore comme ça. Je ne sais pas pourquoi il plaît. Au moment où il devait prêler, il n'a pas prêlé. Dans ce pays, on nous a cassés. Est-ce qu'on a vu président Soglo? Est-ce qu'on a vu président Yahi? Non. Il a fait son temps, nous avons vu tout ce qu'ils ont fait, mais ça ne dit rien. C'est pour cela qu'ils ont constaté pour dire « Ah ça, monsieur le président Patrice Talon ». C'est bon, monsieur le journaliste. Et ils ont dit que ce qu'ils ont fait à Diepa, ce n'est pas bon, c'est bon.
Au nom des questions d'actualité posées au gouvernement lors de la séance plénière de jeudi dernier, il y avait celle du député Noumbida Yossofou relatif à la liquidation de Benin Telecom Infrastructure et de Libercom SA ainsi que de la privatisation de Benin Telecom Service. C'est la ministre de l'économie numérique et de la communication qui lui a répondu. Quelle est la problématique sur la situation socio-économique des entreprises et offices d'État en général? La situation des sociétés Benin Telecom Infrastructure SA, Benin Telecom Service SA et Libercom SA est caractérisée par leur incapacité à faire face aux lourds investissements nécessaires pour l'atteinte des objectifs à eux assignés. Et ceci à cause de la tension permanente de trésorerie et du taux élevé d'endettement. Benin Telecom Infrastructure SA et Libercom SA ont enregistré des résultats successifs déficitaires et les ratios de gestion sur plusieurs exercices ne sont pas reluisants. Quel est l'état de santé financière de Libercom SA et celui de Benin Telecom Infrastructure à la date de la liquidation? Sous réserve de la certification des comptes par les commissaires aux comptes, au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires annuel moyen de Libercom est évalué à 1,486,785 francs CFA, contre une moyenne annuelle de charges opérationnelles de 4,915,893,769 francs CFA et une moyenne annuelle de charges fixes, donc d'amortissement, de 6,591,509,430 francs CFA. Cette situation induit une succession de pertes dont la moyenne annuelle sur cette période est de 10,368,916,414 francs CFA. En plus, la somme des dettes de Libercom depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2016 est évaluée à 14,940,394,561 francs CFA. La santé financière de Benin Telecom Infrastructure n'est pas reluisante car héritée de l'ex-Benin Telecom SA. Elle se caractérise, donc la santé financière de Benin Telecom Infrastructure, par la baisse continue de son chiffre d'affaires, par une tension permanente de trésorerie et un taux d'endettement élevé. À titre illustratif, de 2012 à 2016, on assiste à une dégradation continue du chiffre d'affaires qui est passé de 33,269 544 francs à 20,796,211,050 francs en 2016. Quelles sont les mesures prises pour s'assurer d'une nouvelle ère de meilleure gouvernance et de très bonne rentabilité pour les futures structures en voie de création? La stratégie de restructuration adoptée par le gouvernement en juin 2017 traduit les solutions juridiques et sociales les plus adéquates à chacune des structures concernées et vient renforcer d'autres volets des réformes en cours dans le secteur stratégique des télécommunications pour en faire un succès total. Madame le ministre, si j'ai bien compris, désormais, Benin Libercom, c'est terminé. Benin Telecom, nous aurons deux structures. Une société de patrimoine où l'État a 100% d'action et cette société ne gérera que les infrastructures ou disons l'actif en termes d'infrastructures. Deuxièmement, Benin Telecom Service qui sera privatisé à 100% pour que nous ayons une gestion du privé pour rentabiliser le service. Il
faut dire que le même député Noumbida a également posé une question d'actualité sur la situation des Béninois qui auraient été expulsés du territoire algérien et laissés dans le désert en République du Niger. Présent au Palais des gouverneurs à Porto Novo, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi a apporté quelques éléments de réponse. Quelles sont les mesures urgentes prises par le gouvernement pour soulager les peines et sauver les vies de nos compatriotes qui font déjà plus de 2 semaines dans le désert? La réalité sur le terrain est un peu différente. Lorsque le gouvernement a été informé de ce phénomène, nous sommes rapprochés de notre ambassade en Algérie pour procéder à des investigations. Nous avons également convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie à Cotonou pour nous enquérir du sort de nos compatriotes qui auraient fait l'objet de telles expulsions. Il faut dire sur ce plan que les réseaux sociaux souvent font écho de réalités de phénomènes qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Le chargé d'affaires a pris l'engagement ferme que nous avons confirmé par écrit de vérifier que des Béninois auraient été effectivement expulsés d'Algérie et abandonnés dans un désert. L'ambassadeur Olusegun Gabe a également mis en branle son administration au sein de la chancellerie pour vérifier cela en lien, bien entendu, avec notre ambassadeur au Niger, puisqu'il avait été signalé que certains se trouvaient dans un désert au Niger. En fait, la montagne a accouché d'une souris parce que certaines personnes présumées béninoises auraient été effectivement retrouvées sur des chemins entre l'Algérie et le Niger, mais d'expulsions massives de Béninois depuis l'Algérie dans un désert, nous n'avons pu établir cette réalité. Mais au-delà de cela, pour ceux qui ont pu exprimer donner des éléments qui peuvent confirmer cette présomption de nationalité, l'ambassade à Alger a pu apporter une assistance purement humanitaire, puisque de toute façon, il s'agit de frères africains et le Bénin garde sa tradition de pays hospitalier, mais aussi de pays sensibles à la souffrance humaine. Entre l'Algérie et la Libye, nous avons beaucoup de compatriotes en situation irrégulière. Dans la mesure du possible, je vous demande ou je vous recommande de renforcer le personnel au niveau de l'ambassade de l'Algérie, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas une représentation en Libye. Donc, il faut renforcer le personnel et surtout le personnel diplomatique militaire qui, dans ces genres de situations, auront le courage de se déplacer pour aller voir ce qui se passe. C'est l'OIM qui a sauvé beaucoup les vies dans le désert. Et c'est pour ça que je voudrais demander au ministre des Affaires étrangères d'envoyer une lettre de félicitations, de remerciements à l'OIM pour le rôle que cette organisation joue au niveau du désert. Parlons éducation pour finir. Les enseignants de l'Ouémé du Plateau sont descendus dans les rues de Porto Novo. Raison, demander la satisfaction des revendications qui sont les leurs. Ils sont allés à l'Assemblée nationale dire aux députés que le pouvoir de Patrice Talon n'a toujours pas apporté de solution à leurs problèmes. Peko Mamer Aladaye, Lazare Ronza. Les élus du peuple sont nos représentants au pouvoir. Donc dans ces conditions, tout ce qui nous arrive, tous les malheurs qui nous accablent, il faudrait que nous venions leur dire que ça persiste. Sous la houlette de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, les enseignants des départements de l'Ouémé du Plateau ont donc emprunté les rues de Porto Novo, la capitale, pour dire leur amertume à la représentation nationale face à la non-satisfaction de leurs revendications. Ils ont marché parce qu'ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Le pouvoir de Patrice Talon, nous avons constaté, comme lui-même l'a dit, est un pouvoir qui agit avec la ruse et la rage. Il dit toujours le contraire de ce qu'il fait.
Environ 3 mois déjà que la crise sociale a pris en otage les secteurs vitaux de la nation. Et malgré la défection de 4 centrales syndicales, sur les 7 appelant à une levée des motions de grève, la base reste encore ferme dans la lutte. Vous avez constaté avec nous que depuis quelques semaines, la reprise des classes et du travail des agents de santé a commencé dans les journaux, notamment les radios, les télévisions et les journaux écrits. Mais lorsqu'on va sur le terrain, les portes sont hermétiquement bloquées. Le problème des défalcations sur salaire pour faire de grève persisterait encore et serait objet de mécontentement et de durcissement des positions. Le pouvoir de Patrice Talon a déclaré qu'il a payé intégralement les salaires du mois de mars. C'est faux et archi faux. Des gens nous ont appelés de tous les départements, de l'Atakora, Donga, Borgou, Alibori, Zoukoline, Monokoufo, Plateau, pour dire qu'ils ont été défalqués. Donc c'est un pouvoir qui fait exactement le contraire de tout ce qu'il déclare à la population. Les honorables députés sont donc appelés au secours pour une sortie immédiate de crise. Voilà, merci à Karine Adenigny et à Roland Diafron pour le travail de préparation de cette intervention. Merci à vous qui nous avez suivis. Et je retourne l'antenne à Eyonoumi à Parakou pour la suite du journal. Merci à vous, Emmanuel Odilon Koukoubo, pour cette intervention dans ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Retour à Parakou pour refermer cette édition. Spécialiste du dépannage, le technicien en électronique est apte à rechercher les pannes sur un appareil électronique défaillant. Ici à Parakou, beaucoup s'adonnent à cette profession. C'est le cas de Galbert qui, depuis plus de 10 ans, exerce ce métier. Pour vous, Samson Cabral-Adin s'y est allé à sa rencontre. Suivons. Le technicien de maintenance en électronique est un spécialiste du dépannage. Il doit être capable de rechercher l'origine de la panne pour ensuite effectuer la réparation. C'est à cette profession que s'adonne Galbert depuis environ une dizaine d'années. Au départ, il y a la confiance que certains n'ont pas sur les prestataires. Un peu de choses, on te prend pour un voyou ou bien quelqu'un qui n'est pas sérieux. Celui qui fait cette activité-là, souvent pour les gens, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Au fil du temps, Galbert a fini par gagner la confiance de la clientèle de par la qualité de ses prestations. Bon, sinon, nous on fait tout celui qui vient vers nous pour demander notre prestation, que ce soit les privés, que ce soit les particuliers, que ce soit le service de l'État, nous on fait tout. Mais principalement, moi, je suis plus avec les fonctionnaires dans les services, dans les collèges. Bon, je crois que c'est positif parce que chaque fois quand je viens ici, on me reçoit bien. Et tout souci que j'ai, on trouve toujours un consensus où chacun gagne. C'est un patron très social et les intérêts des clients, c'est ça que lui met en avant. Et il n'a jamais été, comment dit-on, contre ce que nous voulons, nous en tant que clients. Changer les composants défectueux des appareils et les remplacer par des pièces neuves constitue le quotidien de l'électronicien. Les appareils là viennent pas série ou bien pas modèle. En tant que ce n'était pas des appareils qui sont sur le terrain qui sont là. Donc les pièces là varient en fonction des appareils qui sont sur le terrain. Donc, en tant que ce n'était pas ces appareils là que vous voyez aujourd'hui là, c'était d'autres appareils. Et c'était ces pièces qui étaient régulières. Aujourd'hui, ces appareils-là sont partis, ces pièces sont parties. Ceux-là qui sont là, les appareils qui sont là, ont actuellement aussi leurs pièces. C'est comme ça. C'est périodique. C'est ce qui vient sur le terrain, c'est ces pièces qu'on trouve. La profession nourrit son homme, dira notre spécialiste. Je l'avoue, ça marche, c'est bon. Parce que je m'en sors au moins avec quelque chose. Et ça m'aide à garder ma famille. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et c'est ça que je mange. On ne peut pas dire que ça ne nourrit pas son homme. Cependant, la nouvelle génération de jeunes n'attache pas du prix à la formation de qualité, bien qu'elle exprime le besoin. L'argent ayant pris le dessus. Oui, bon, beaucoup, les jeunes veulent. Mais quand ils viennent, ils ne veulent pas rester. Aujourd'hui, c'est l'argent. Bon, et quand les gens connaissent déjà les BABA, c'est-à-dire les préliminaires, là, tu peux ne plus le revoir dans ton atelier. Et peut-être c'est lui qui court derrière tes clients en ville. Donc c'est un peu que ça aujourd'hui. Par ailleurs, l'apprentissage de ce métier exige des connaissances en sciences techniques, dont la physique. Dedans, il y a comment on appelle, la physique, il y a la mécanique, c'est un mélange de tout dedans.
Ce n'est pas comme l'informatique où c'est sur le clavier, l'ordinateur, non. Ou bien l'opération de saisie, ce n'est pas les mêmes choses. Ici, c'est comme la mécanique. C'est ça. Il y a le courant dedans, il y a la mécanique dedans. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous. Au revoir.